De retour dans l'Africa Newsroom, Brisson Zamba, avocat au barreau de Paris, Alfred Chiongo, éditorialiste d'Africa 24, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, le grand temps. Fin 2018, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne était de 56%, atteignait 56% du produit intérieur brut, un quasi-doublement en 5 ans, et la situation ne fait qu'empirer puisque ce niveau demeure faible si on le compare aux standards occidentaux, mais les risques de dérapage restent élevés pour ce qui concerne le continent africain, car les États mobilisent en effet encore très peu de recettes fiscales, des pays confrontés également au taux d'emprunt qui flambe au moindre choc. Ange Bijou-Nomenyo. L'Afrique s'est beaucoup endettée. Au cours de la période 2008-2010, la dette publique moyenne des pays africains est passée de 38% à 56%. Cette estimation faite par la Banque africaine de développement s'explique par le recours de plus en plus important des pays africains aux marchés obligataires internationaux pour financer les projets de développement. C'est des États qui avaient beaucoup de retard en matière, n'est-ce pas, d'infrastructures, que ce soit les infrastructures routières, énergétiques ou en urbanisation. Donc, les États ont décidé de lancer des grands projets pour rattraper le retard très rapidement. Mais ces plans ne pouvaient pas leur permettre de faire l'investissement massif dont ils avaient besoin, n'est-ce pas, pour rattraper le retard. Ce qui fait que nos États, les États africains, pour la plupart, se sont lancés justement vers des prêts non concessionnels qui étaient des prêts à des taux élevés. La dette publique n'avait pas augmenté qu'en Afrique. Selon le Fonds monétaire international, l'endettement global des économies du monde avait atteint 225% de leur produit intérieur brut cumulé. Pour l'Afrique, l'institution financière s'alarme en raison de la hausse des taux d'intérêt. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que le service de la dette a flambé. Donc, du coup, on ne pouvait pas savoir exactement quel était le montant de cette dette, puisque c'est des prêts non concessionnels. Donc, ce que les États doivent faire, c'est de s'arranger à réduire, n'est-ce pas, ce type d'opération qui consiste à se lancer dans les prêts non concessionnels. Les États africains ont connu un changement structurel dans la composition de la dette, avec un accès plus large au financement des marchés de capitaux internationaux. La hausse des emprunts intérieurs reflète en partie l'augmentation des dépenses publiques et des investissements en capital pour combler le déficit d'infrastructures. Donc des États extrêmement endettés. On parle du Mozambique, de l'Éthiopie, du Ghana, de Djibouti. Est-ce que l'Afrique, Alfred Chiongo, peut-être dans un premier temps, est parti pour revivre un petit peu les heures sombres des années 80-90 ? Le risque est réel, lié d'abord au fait que les économies de rente ou non diversifiées poussent justement ces États qui n'ont pas de ressources propres, financières, monétaires propres, sont obligés justement pour financer leur développement ou leurs investissements, sont obligés de recourir justement à ces emprunts auprès des particuliers ou auprès des banques. Et la Chine a habitué justement tous ces pays africains dans ce processus de gagnant-gagnant, à les accompagner au fond. Simplement, il y a aussi le service de la dette, malgré tout, ces financements qui sont en apparence généreux, mais en réalité qui plombent justement les capacités de financement des États. Et donc, le risque, effectivement, est là. Quand c'était contrôlé, on sait, quand le Fonds monétaire ou la Banque mondiale finançaient dans les années 80, 70, 80, 90, ça a plombé la plupart des économies des pays africains, et donc d'où l'idée de cette initiative PPTE, pays pauvres très endettés, pour les désendetter et dire au fond, si vous ne remboursez plus le service de cette dette-là, il faut le reconvertir en investissement dans vos pays. Comme ça éviterait justement d'aller encore emprunter et puis de vous endetter. Or, à un moment donné, tous ces pays, puisque les taux d'intérêt des prêts au niveau des marchés financiers internationaux étaient bas, et que la conjoncture économique internationale était bonne, ces pays pouvaient emprunter à des taux bas. Mais
on s'aperçoit effectivement qu'il y a des crises qui sont passées par là depuis 2008 et puis maintenant il y a ce ralentissement économique qui est là et donc il fait effectivement que si on continue à cette allure-là, le risque est bien important et bien grave. Hein. Alors, une part croissante de la dette est donc détenue, vous l'avez dit, par en quelque sorte des créanciers privés. C'est une raison qui peut expliquer le fait que les États ne puissent pas comme ça lancer un programme de sevrage, si je puis dire. Oui, parce qu'il faut dire que la moitié de la dette africaine est détenue par les banques commerciales. Hein. Donc c'est pas des créanciers bilatéraux comme on a l'habitude. On ne peut pas négocier les taux d'intérêt. Non, parce que les créanciers, les banques commerciales, en fait, se sont tournés vers l'Afrique avec la crise économique qu'a connue un peu l'Occident et le monde, parce que ces créanciers-là se sont dit qu'avec les pays émergents, qui pour la plupart, comme l'a souligné Alfred, bénéficiaient du PPTE, donc il y avait, comme ils étaient à nouveau en capacité d'emprunter, puisque leur dette était réduite ou annulée pour la plupart. Et donc ces banques, en fait, empruntaient à leur taux. C'est-à-dire que c'est eux qui déterminent les taux. Et les taux sont très importants quand on est au niveau du marché obligataire. Donc les taux étant très importants, et donc ça fait que on ne peut pas, à la vérité, renégocier ces prêts-là comme on le ferait avec, par exemple, des partenaires, des créanciers bilatéraux, par exemple. Et puis, il faut aussi dire que ces emprunts-là, ils sont faits sur la base des devises qui sont très fortes. Et comme c'est les prêts qui viennent des banques commerciales, c'est des prêts souvent à moyen terme. Sur 1 an, 2 ans, donc il faut le rembourser très vite. Et souvent, ces prêts financent des projets dont la rentabilité n'arrive que plus tard. Voilà, donc déjà, le temps pour le rembourser, on n'est pas encore entré dans les fonds qu'on a empruntés, donc il y a ça. Et ces remboursements doivent se faire aussi en monnaie locale. Donc ce qui fait que le service de la dette est très, très important. Et donc, ça ne permet pas pour les États africains, en ce moment-là, d'être à la hauteur, de pouvoir, en tout cas, générer déjà des fonds propres pour pouvoir rembourser. Et ils sont obligés encore de refinancer les dettes. Et pour refinancer ces emprunts, ils entrent dans un cycle infernal un peu avec le marché obligataire international parce que ils sont obligés d'emprunter pour payer des emprunts, pour rembourser des emprunts. C'est un cercle vicieux, voilà. Donc finalement. On en est un peu là. Et aussi, la part de la Chine est très importante dans cet endettement. Alors justement, on va en parler de la Chine. On voit que les États africains tentent de sortir d'une relation de dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Mais est-ce que l'Afrique ne rentre pas là dans une nouvelle relation de ce type-là aussi avec la Chine? Alors, il y avait un miroitement d'un type de coopération nouveau entre l'Afrique et la Chine qui éviterait justement les écueils de ce type de coopération avec les anciennes puissances coloniales. Disons au fond que cette fois-ci, nous financerons, mais nous financerons en fonction des besoins en investissement, etc. Et en contrepartie, nous récupérons les matières premières stratégiques pour notre économie chinoise qui en a bien besoin, qui est très gourmande justement de ces matières premières-là. Sauf que dans les contrats ou dans les accords qui sont signés entre la Chine et tous ces États au niveau bilatéral, il y a toujours ces petits détails, ces petits diables qui se cachent dans les détails pour dire, bon ben voilà, par exemple, si je prends une concession de pétrole, une concession de cuivre ou de diamant, si dans cette concession-là, on constate effectivement qu'on avait tablé sur une production importante ou une concession riche effectivement en matières premières et qu'on constatait qu'il n'y en avait pas, donc c'est à l'État de compenser ce manque, par exemple, pour la Chine, soit en lui concédant une autre concession, une autre terre, ou alors en prenant en charge le service de ce manque à gagner là pour la Chine. Ce qui plombe évidemment, justement, la dette de ces pays-là vis-à-vis de la Chine, et qui fait effectivement qu'ils sont liés, je ne sais pas, jusqu'à X temps. Même si, par ailleurs, il y a des mécanismes de contrôle tous les 3 ans dans les sommets pour dire alors,
pour amadouer les Africains. Les Chinois vont dire, bon, ben, on annule cette partie-là, et puis on va repartir sur d'autres bases, mais ça plombe complètement les pays africains. Et puis, ça ne donne pas les résultats escomptés, au fond. Quelle est la qualité, justement, de ces investissements chinois en Afrique ? Alors, c'est précisément la question que j'allais poser. Alors, beaucoup d'investissements, beaucoup de prêts, mais pourquoi faire exactement? Parce qu'il y a la pauvreté qui est toujours présente, le développement n'avance pas du tout. Donc, où vont ces financements? Oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à la Chine de faire ce qu'elle fait. Voilà, la Chine cherche à se développer et donc elle se développe en miroitant, comme l'a dit Alfred, en faisant miroiter aux États africains qu'on peut se développer tous ensemble. Sauf qu'aucun pays ne développe un autre pays, il se développe lui-même. Donc ça, c'est un principe de base. Maintenant, la bonne question, c'est au niveau de la gouvernance des États africains. Parce que l'argent, quand on fait des emprunts, c'est qu'on a forcément de l'argent, des liquidités. Alors cet argent-là, s'il est investi comme il se doit, ça génère un cercle vertueux au niveau de l'économie. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui sortent, qui sont empruntés, mais cet argent-là, il y a des ouvrages qui sont faits, mais parfois, c'est des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de bonne qualité parce qu'en minore, on fait tout pour dépenser le moins possible. Et pour pouvoir rediriger le reste de l'argent vers des destinations inconnues pour profiter à certaines personnes politiques. Et donc, ce qui fait qu'au final, soit on a des ouvrages qui ne sont pas de qualité, soit on a des ouvrages qui ne sont pas du tout faits. Et donc, du coup, ça plombe l'État qui doit rembourser, même pour des réalisations qui n'ont pas été faites comme il se devait. Donc, ce qui fait que des générations futures sont spoliées de leur avenir, tout simplement parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Parce que le vrai mal auquel il faut faire face, c'est vraiment la malgouvernance. Parce que la Chine envisage même de transformer ses dettes en actifs physiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine pourrait dire, écoutez, j'ai prêté de l'argent pour financer telle infrastructure, vous ne me remboursez pas, alors cette infrastructure-là, je vais la prendre comme étant un gage, en fait. Et c'est des possibilités que la Chine se réserve. Donc, je pense que la clé de tout cela, c'est la bonne gouvernance. C'est-à-dire que quand les États africains vont apprendre à gérer comme il se doit leur trésorerie, je pense qu'ils pourront générer suffisamment de fonds propres pour rembourser, pour assurer le service de la dette et puis, pourquoi pas, investir aussi par ailleurs. Oui, moi je pense qu'effectivement que les pays africains vivent au-dessus de leurs moyens, de leurs capacités justement, parce qu'il y a la facilité d'emprunter, il y a la facilité de ces relations avec la Chine, qui ôte justement toute capacité à se dire soyons raisonnables, qu'est-ce que nous voulons pour notre développement, qu'est-ce que nous voulons pour notre économie, qu'est-ce que nous finançons pour notre développement, par exemple financer l'intelligence, financer la formation de la jeunesse, parce que ça c'est le meilleur investissement pour se développer. C'est ce que la Chine a fait. Il y a à peine 20 ans, la Chine était comme nous en Afrique aujourd'hui, mais qui a su investir justement dans l'intelligence. Disons, il faut former le plus. Il y avait le temps de la copie de l'Europe, etc. Et puis après, de l'appropriation des savoirs, et maintenant, aujourd'hui, des ingénieurs, des techniciens, etc., à foison. Je crois que l'Afrique devrait prendre ce virage-là. Et au fond, ça nécessite effectivement la bonne gouvernance. Mais, comme dit Chimamanda Ngozi Adichie, l'Afrique aujourd'hui souffre du manque de dirigeants dignes de ce nom. Oui. Non, les Africains n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. On l'aura compris. Donc, un partenariat finalement qui reste toujours asymétrique comme il l'était avec d'autres pays, la France, les États-Unis et bien d'autres encore. Mais Amadou Kourouma disait justement ceci, la main qui donne est toujours supérieure à la main qui reçoit. Donc, si nous voulons devenir vraiment maîtres de nos économies, de nos pays, il faut que nous sachions bien gouverner nos pays, bien orienter les investissements sur des secteurs qui peuvent permettre justement que nous sortions de ces cercles vicieux de la dépendance. Parfaitement. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à cela. Merci beaucoup. Alors, on va marquer justement une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.